Conte des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilivre, livre audio. Salon et lieux publics. À la Chambre des députés, 9 mars 1914. Je songe, penché sur cette cuve, au Solfatare, près de Naples. Cela bout ici, fermente à peine là. Il y a des zones inertes que l'ébullition n'a pas gagnées, qu'elle ne gagnera jamais. Un coin crépitant frémit, sursaute, comme ces places de la Solfatare où le sable bouillant à sec danse en grains irrités. La lumière tombant de très haut ne fait grâce à aucun visage, marqué de deux orbites d'ombre, pommettes et fronts osseux. Ils sont entre eux ressemblants et divers, comme ils le seront plus tard sous la terre. Le spectacle, émouvant, instructif, n'est pas solennel. Non, monsieur. Si, monsieur. C'est le ton de la laïque. Un ex-cheminot, à la tribune, ne manque ni de fantaisie dans les images, ni de gauche violence dans l'expression. Mais dès que des rires l'assaillent, ou les invectives, il se colle contre le bureau du président, à l'ombre de Deschanel, et boude, les mains au dos, comme si on lui avait chippé ses billes. Le son des rires est gras, insolent, point cordial. On entend pendant un discours un bâillement meuglé, bruit grossier de chambrée. Celui-ci est énorme, et l'on s'attend à pis encore. Ma voisine, scandalisée, murmure « Ce n'est vraiment pas un endroit convenable pour les femmes. » Dieu sait pourtant si elles s'y étouffent, s'y écrasent, poussent du coude, de la hanche, presque du poing. Elles s'élargissent en poules couveuses sur les banquettes. L'hémicycle tout entier a retenti, avant l'ouverture de la séance, d'une impitoyable voix féminine, caquée aigre, offensée, d'une habituée réclamant sa place, au premier rang. Snobisme exceptionnel d'ailleurs. La plupart de celles qui sont ici n'ont pas besoin de feindre l'intérêt pour les débats parlementaires. Même si elles ne suivent pas passionnément le mari, l'amant, l'ami ou le parent jeté sous leurs yeux dans la cuve, elles obéissent à un goût sincère et tortueux pour les choses de la politique, où on les voit si vite informées, lucides, familières, prêtes d'avance à tous les mandats, à toutes les responsabilités et à toutes les inconséquences. Un orateur, Aristide brillant. Il n'a eu qu'à se lever, à dresser sa longue taille et sa tête élargie depuis peu, dont les joues se sont alourdies et affermies. Le silence s'est répandu, et les premiers mots de sa voix basse, modérée, habile, d'un agrément musical, parviennent jusqu'au fond des tribunes. Lentement, il s'échauffe, je veux dire qu'il paraît s'échauffer. Le dos se voûte, les bras s'émeuvent, la tête ne bouge presque pas. Elle est soudée aux hautes épaules. Elle ne hoche ni ne vire. Elle garde cette inclinaison qui dérobe l'œil à la lumière. On devine seulement la pâleur d'un regard qui garde longtemps la même direction, qui ne volette point çà et là sur l'assemblée. Par instants, l'orateur se penche, et la courbe de son corps devient symbolique. On imagine, romanesquement, que l'ombre de ses épaules, de cette grande échine, peut couvrir la foule. J'admire le jeu des bras, tantôt croisés avec force, tantôt balayant et brassant sur le drap vert des choses invisibles. Ce n'est pas assez de dire qu'ici le geste soutient la neutre correction de la parole. Il la devance, la dépasse, et traduit au besoin ce qu'elle se retient de dire. Il dénonce la menace qu'elle voile, c'est lui qui assène lorsqu'elle ne peut qu'effleurer. C'est grâce à cette mimique ample, calculée, que le discours semble s'éclairer de chaleur cachée, de lumière devinée, de force qui se réserve et qui, en tenant secrètes ses bornes, donne la confiance qu'elle est illimitée. Les longs bras, sinueux souvent comme l'herbe dans l'eau courante, dressent vers le ciel et parfois joignent deux mains très petites, délicates, à demi pliées, et qu'on croirait molles, si elles ne rendaient en s'abattant sur la table le son dur de deux crocs de fer. Un autre orateur.
Louis Barthou. Bref de taille, il montre à tous, en parlant, sa courte face au nez moqueur. En dépit de son origine méridionale, il a pris à l'extrême le grasseyement et l'accent de Paris. Le verbe est nombreux, orné, facile. La voix infatigable, la voix placée haut, entre la gorge et le nez, porte loin, perce sans peine le vacarme, serre l'ironie, donne l'impression, parfois l'illusion, d'une précision parfaite. L'orateur parle d'abondance, comme celui qui l'a précédé à la tribune, et dispose du magnétisme dont se prive l'homme qui lit. Son avant-bras ponctue, avec quelque impatience, et souvent au niveau du menton, on voit, comme dardé par une période agressive et capable de plus d'une piqûre, un tout petit index affûté. Le prophète, Jaurès. Celui-ci est le vomiteur de la parole, comme l'eau au vomiteur de pierre de la fontaine bruxelloise. La parole, qui ne lui coûte aucun effort, semble arrachée de lui par une convulsion. Il parle avec sa tête, ses épaules, son coffre, ses poings, son dos d'ancien coltineur. Il sort de lui un son terrible qui effarouche le sommeil. Sa voix roule comme un char cahoté et rencontre tout sur son chemin. Le cliché, la bourde, le racontard, même l'heureuse période, équilibrée, sonore, solide, qu'il bouscule pour courir plus loin et trouver mieux, ou pis. Il boit en hâte et parle, il s'essuie le front et parle, il défie un contradicteur qui n'a rien dit, il s'écrie « moi », et dans sa bouche cela s'orthographie « moi » comme un aboiement. Il dit inutilement « ah » pour prendre du champ et s'élancer de plus loin dans une phrase. Il affirme, après 75 minutes de retentissement, « je suis à bout de force », mais l'heure n'est pas encore d'enregistrer cette promesse vague. Là-dessus, il parle. Il lève une face de titan foudroyé où l'on peut voir qu'il a la barbe dure et le nez mou. Il parle, que dis-je? Il s'élève au ton de la plus prophétique lamentation et ensevelit nos ruines sous sa voix grande et tumultueuse comme la mer. Entendez-moi tous, j'ai gravi la montagne pour que vous m'entendiez. Je dirai la vérité, dût-il m'en coûter la vie. Je lacère mon vêtement, je m'arrache les poils du visage. Je larmoie, je vocifère, j'offre mon front aux balles et ma poitrine au couteau pour venir ici attester, ô hommes, que le baromètre baisse et que le printemps s'annonce mouillé. Les femmes au Congrès, 19 janvier 1913. Sincèrement, je les admire. Leur nombre impressionne, leur beauté fréquente plaît. Le bruit qu'elles font inspire la considération. Je les admire, mais je voudrais bien savoir ce qu'elles font ici. Que de femmes, que de femmes. Mon voisin, tout à l'heure, au réservoir, nommait chaque nouvelle venue. Le monde de la finance, de la politique, des lettres. Le monde tout court fournissait à cette énumération des noms célèbres. Le théâtre et même le music-hall avaient délégué à Versailles ce qu'ils ont de mieux comme vedette. Et comme il me disait à mi-voix et dévotement, c'est Madame X, voici Mademoiselle Y, et voici, oh, voici jusqu'à Madame de Z. Je lui demandai, je le vois bien, mais pourquoi ? Comment, pourquoi ? Mais je trouve cela très joli de la part des femmes, cet intérêt, presque cette passion pour les choses du pays. Les choses du pays, je sais bien que de tout temps, les femmes ont montré de la curiosité, un goût tripoteur et ingénieux pour l'intrigue et la politique. Cela ne suffit pas à expliquer, j'allais dire excuser, leur présence ici, aujourd'hui. Elles sont vraiment beaucoup, elles sont trop. Au restaurant, elles ont été tout à l'heure le spectacle et le charme d'une heure de bousculade. Il y a eu, en travers des tables nappées de blanc, sur les mains chargées de bagues, les aigrettes en fusée et les cheveux d'or neuf, sur les profondes fourrures l'oblique et rose soleil de janvier, qui rend bavards les femmes et les oiseaux encagés. Il y a eu, au seuil de la grande salle, de gracieuses attitudes, faussement hésitantes, de nobles apparitions qui soulevaient des murmures, et dont la modestie feinte priait. Non, non, pas d'ovation.
Il y a eu des arrivées calculées, éclatantes, de lents passages arrogants qui distrayaient l'énervement masculin et faisaient un instant oublier la chair maussade du déjeuner. C'était charmant, déjà un peu abondant en jupe, un peu riche en voix aiguë. À présent, les hommes stagnent, ainsi qu'une huile lourde, au creux de la vaste salle du Congrès. Les femmes, comme le léger alcool d'un mélange, ont monté vers les tribunes. À celles qui n'ont pas eu la chance d'arriver assez tôt restent les couloirs, et faute de mieux, elles s'arrangent pour y régner. Les spectatrices des tribunes enregistrent depuis l'heure de midi et avec le sourire les impressions de la sardine mise vivante dans la caque, ou de la poule qui voyage en chemin de fer, bouclée dans la manne d'osier. Vers 3h30, je m'insinue sur une banquette, à côté. Il faudrait dire au travers d'une dame qui supporte la moitié d'une autre dame, cependant qu'une troisième, à genoux sur la banquette, chevauche à demi la seconde ainsi que font les petits enfants à califourchant sur les épaules de leur mère. On respire ici une haleine de four sec, mais elles sont accoutumées aux salles de théâtre, aux conférences, aux soirées mondaines, et demeurent vives comme poissons dans la rivière. Tandis qu'un athlète, aux poumons solides, ici, pâmerait non moins qu'une rose. Encore une fois, je me demande, qu'est-ce qu'elles font là? Elles parlent, c'est vrai, elles regardent d'un air de courtoisie amusée le morne défilé d'hommes noirs qui déposent leur bulletin de vote, puis elles attendent, sans langueur, le résultat du premier tour de scrutin. Il n'y en a pas une qui cède la place. La faim ni la soif, ni aucune obligation du pauvre corps humain ne feront qu'elle bouge. Elle s'anime, pronostique, crayonne des chiffres. Une rusée, au premier rang, déchiffre du bout de la lorgnette les pointages en bas des députés et les lit à voix haute. Elles ne font rien, et elles n'ont pas l'air oisifs. Un long dressage semble leur avoir appris à remplacer l'action par la vivacité et la pensée par la conversation. Un nom connu leur tient lieu d'une anecdote. Elles se passionnent un instant pour un visage célèbre, comme devant le rideau qui cache un spectacle. Elles disent « Poincaré » assez lentement, en 3 syllabes, espacées, et jettent « Pams » comme une balle. La fin du dépouillement des votes, premier tour, les précipite dans une allégresse extrême, et voilà que de nouveau je me demande pourquoi. Il n'est pas possible, il n'est malheureusement pas probable, que toutes ces têtes empanachées soient celles d'autant de patriotes brûlantes, ni même de politicailleuses exaspérées qui jurent « Poincaré ou la mort » et « Pams ou l'exil ». Ce sont des femmes, dirais-je, ordinaires, que je retrouverai dans des loges de répétition générale, à une fête de charité, au vernissage. Mais si elles me semblent ici plus averties, plus convaincues et plus frémissantes qu'ailleurs, je ne suis pas loin de croire que c'est parce qu'elles s'ennuient davantage. L'ennui leur donne l'illusion d'une fonction grave, qui les hausse presque au niveau de cet homme funèbre là-bas, à la tribune, en train de secouer une cloche. Dans les couloirs des tribunes, on piaille beaucoup. On se dédommage largement de tant d'heures d'attente. Importantes, autoritaires, les femmes réclament, à défaut de l'accès des tribunes bondées, des sièges, et celles qui se promènent tiennent la largeur du passage, en se donnant le plaisir d'entraver la course des huissiers, les allées et venues affolées des journalistes. L'accent étranger domine dans certains groupes. On chuchote autour de ceux-ci les plus grands noms de France. Voix de canard des Américaines, roucoulement rock des Slaves, tout cela se mêle au nasillement perçant du noble faubourg. C'est là que s'échangent des opinions confidentielles, sur un diapason à incommoder un sourd. Et je note guère plus de discrétion dans le geste. L'une d'elles ne néglige pas de se désigner clairement à l'attention de la galerie. « Vous ne trouvez pas que c'est amusant de me rencontrer ? La comtesse de X, au Congrès, ça ne manque pas d'imprévu, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas l'imprévu qui manque ici. À tant et tant de femmes, c'est autre chose, de très prévu et de difficile à exprimer. Un charme qu'elle dédaigne, et pourtant très féminin, qui serait fait d'incompétence, d'embarras, de silence.